Bonjour à tous, sortez vos cahiers, c'est Zimbabwe. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le combien? Pour le 13 mai. Le 13 mai, c'est le quoi? C'est le jour de la valériane. Alors qu'est-ce que c'est que la valériane? Oh, une plante, quelle surprise. Bon, comme d'habitude, hein, voilà. Super. Des nuances pour chaque espèce. Connue pour ses effets sur le sommeil. C'est l'espèce valériane qui est le plus fréquemment prescrite sous sa galérienne SIPF. Donc phytothérapie. Donc la médecine fondée sur les extraits de plantes et les principes actifs naturels. Donc ce mot vient du grec phytos qui signifie plante et thérapo qui signifie soigner. Donc soigner par les plantes quoi. L'une des formes de traitement les plus anciennes qui continue à jouer un rôle important en Afrique et en Asie par l'usage des plantes médicinales. Elle désigne aujourd'hui en Occident un ensemble de remèdes considérés par la communauté scientifique comme des traités non conventionnels comportant, selon les plantes utilisées, des risques de toxicité, d'interaction avec d'autres médicaments, de pollution par des produits chimiques ou métaux lourds. Voilà, donc on a des plantes et on se soigne avec des plantes. Hein. Bah, pourquoi pas, après tout. Ça a été fait pendant très longtemps. Voilà, une forme des traitements les plus anciennes. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, peut-être que il y a peut-être des choses un peu plus efficaces aujourd'hui. Mais j'ai pas envie de me lancer sur ce débat parce qu'après on va me taper. Donc qu'est-ce qu'on a? Le traité de Siezin. Qu'est-ce que c'est? Le traité de paix signé entre la Prusse et l'Autriche qui pourrait être fin à la guerre de succession de Bavière qu'ils opposaient depuis la mort. Donc, on a une guerre, la guerre de succession de Bavière. Donc, qu'est-ce que c'est? Alors, déjà, tout de suite, dès qu'on a une guerre, on regarde les chiffres. La Prusse contre l'Autriche, la Saxe contre l'Autriche, la Bavière contre l'Autriche. Donc, Frédéric II de Prusse, hein, qui était encore en vie, hein, le fameux dont on a déjà parlé, hein, voilà, parce qu'après la guerre de succession d'Autriche et la guerre de 7 ans, parce que ça lui suffisait pas, hein, il avait quel âge? Il avait 71 ans, il voulait quand même faire la guerre. Du coup, ouais, bon, donc c'est une victoire prussienne. Alors qu'est-ce que c'est? Conflit opposé à la monarchie d'Habsbourg à une alliance prusso-saxonne visant à empêcher les Habsbourg de faire l'acquisition du duché de Bavière. On rappelle, le duché de Bavière, c'est ça. Donc si on prend ici, on va dire que c'est l'Allemagne, la Bavière c'est au sud-est. Le problème c'est que là on est en 1000. Je sais pas, mettez un truc plus récent, voilà. Voilà, le royaume de Bavière. Voilà, on était plus sur un truc comme ça, quoi. Donc un truc quand même plutôt important quand même, hein. Parce qu'après sinon on a ça jusqu'en 1606. Ouais, bah, c'était quand même un truc important, parce qu'après, c'est vrai qu'il faut bien voir que les cartes aujourd'hui, enfin, le Saint-Empire romain germanique, il est quand même très différent de l'Allemagne d'aujourd'hui. Donc, on va dire que c'était un truc pas trop mal, hein, quand même plutôt grand, parce que la Bavière d'aujourd'hui, elle fait combien? 75 000 km², donc voilà, un truc plutôt important, la Bavière. Hein. La guerre ne voit pas se dérouler de batailles allant au-delà de quelques escarmouches mineures, mais va résulter de pertes significatives, avec notamment des milliers de soldats morts de maladies et de famine. Bah, c'est ce qui était écrit là. Reflétant la frustration des soldats en quête de nourriture, le conflit fut appelé la guerre des pommes de terre, Kartoffelkrieg, parce qu'en allemand on aime bien coller les noms ensemble. Frustration du soldat en quête de nourriture. Voilà, tout ça donc. Tout ça à cause de quoi? À cause de Maximilien III Joseph, donc un prince qui était ma foi plutôt BG, et donc qui est mort à 50 ans. Ah là là là, coup dur, coup dur, coup dur. Donc qui était électeur en Bavière, donc voilà, la liste est souvent en Bavière, il y en a eu beaucoup, donc la le duché de Bavière est réunifié, l'électeur de Bavière, qui deviennent les rois de Bavière à partir de 1806. Et 1806, on en avait déjà parlé, c'est donc Napoléon qui bat la Prusse, qui donc en fait met fin au Saint-Empire romain germanique, et ainsi simplifie considérablement donc l'Allemagne, et donc on se retrouve avec des rois au lieu d'électeurs nuls là. Voilà. Bon, après, un roi de Bavière très connu, c'est Louis II, pour avoir construit de superbes châteaux et pour être très très mignon. Après, il était homosexuel aussi. Hein, bon, il était un peu bizarre, Louis II, mais bref. Revenons donc à voilà, Maximilien III, mort de la variole sans laisser d'héritier. Ah, la variole, ouais, c'est un truc. Non, la variole. La variole ou petite vérole. Ah, c'est la même chose, la variole et la variole? Je savais même pas. Ouais, donc, ouais, il a été éradiqué en 77, campagne de vaccination massive, très bien, donc là c'est pas avec les plantes qu'on va soigner ça. Très intéressant. Ouais, 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 ça donne pas envie, hein, tout ça. Non, c'est pas très sympa hein, quand même d'avoir des. Je suis désolé hein, pour ceux qui sont un peu sensibles de montrer ça parce que c'est quand même super intéressant. Waouh, 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 waouh. Enfin bref, du coup, voilà, il est mort de la variole et donc
Voilà, le dernier meurt de la variole, son descendant, Charles Théodore de Bavière, un descendant de la branche aînée des Wisselbach, revendique le lien de parenté, mais lui aussi n'a pas d'enfant, bah super. Et donc le cousin, oui, bah, enfin, c'est comme la guerre de succession d'Autriche ou la guerre de succession d'Espagne, hein. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle comme ça, tout est beau. Au-delà de la frontière sud-bavaroise, très bien. L'acquisition de territoire des États de langue allemande. En fait, de toute façon, c'est très clair. C'est juste qu'au sud, on a l'Autriche, au nord, on a la Prusse. Et donc, à l'époque, bon, c'était les pires ennemis du monde. L'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche, mais encore en vie, elle. Oh, ben, elle est morte en 1780, donc juste après. Qui co-régnait avec Joseph, considérait qu'un conflit n'en valait pas la paix. Enfin, mais Joseph ne voulait pas renoncer à sa demande, malgré les insistances de sa mère. D'accord. La France, quant à elle, commence à s'impliquer dans le maintien de l'équilibre des forces, hein, toujours. Catherine II de Russie. Oh là là, il y a tout le monde. Alors, Catherine II de Russie, hein, pour rappel, c'était donc l'impératrice de Russie, une femme très importante, puisqu'elle a quand même bien modernisé son pays. Bon, elle faisait partie de ce qu'on appelle les despotes éclairés. Donc, c'était des dictateurs, mais bon, ils étaient sympas, du coup, on les aimait bien. Enfin, par exemple, Catherine II, elle était très amie avec le philosophe Denis Diderot. Bon, on peut comparer ça à Frédéric II, qui est très, très ami avec Voltaire, par exemple. Ouais, les philosophes des Lumières, ils aimaient bien les souverains étrangers, hein. Bon, ils aimaient pas trop les souverains français apparemment, mais ils aimaient plus les étrangers, alors pourquoi pas, hein. Pourquoi pas après tout. Donc, voilà, pour certains historiens, hein, la guerre de succession de Bavière, la dernière guerre du cabinet, où les troupes manœuvraient tandis que les diplomates voyageaient d'une capitale à l'autre pour régler les problèmes de leur monarque. Par la suite, les guerres de la Révolution française et les guerres napoléoniennes différeront dans leur portée, leur stratégie, leur organisation ainsi que leur tactique. Donc avant, les troupes manœuvraient tandis que les diplomates voyageaient. Ouais, donc c'était un peu bizarre, quoi. C'est genre les troupes qui faisaient n'importe quoi, à peu près les diplomates qui arrivaient pour régler les dégâts. Bah, après, ça a changé. Bah, très intéressant tout ça, hein. C'est vrai qu'une guerre en 1770, enfin, à fin de 1770, c'est pas très connu. Donc, par ailleurs, les historiens allemands du 19 et du 20e siècle ont ainsi trouvé cette courte guerre les racines du dualisme allemand. Donc, Joseph réalisait les problèmes menaçants son patrimoine multiethnique de sa position ambivalente des Autrichiens de son empire romain germanique. Bah oui, parce que à l'époque, enfin, unifier des pays, c'était cool. Donc, il fallait à tout prix les unifier. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'est-ce qu'il fallait faire pour ça? Il fallait faire une Allemagne unifiée. Le problème, c'est que autour de qui? Autour de l'Autriche ou de la Suisse, de la Prusse? Et bah, du coup, bon, ça, on savait pas trop. Et donc, bah, voilà, c'était un peu compliqué, quoi. Voilà, donc ces deux royaumes qui étaient très puissants. Bon, à la base, la Prusse était censée être faible, mais à partir de Frédéric II, elle a commencé à devenir de plus en plus puissante. Puis l'Autriche, bon, l'Autriche, quoi, c'est l'Autriche, hein. Donc, les racines du dualisme allemand, qu'est-ce que c'est que ça, hein? Même si les Habsbourg et leurs successeurs de la maison de Habsbourg occupaient le titre d'empereur, très bien. Donc, à partir de la fin des années 70, lorsque la Grande-Bretagne était alliée de l'Autriche, celle-ci pouvait compter sur le soutien britannique, mais le Royaume-Uni était maintenant allié à la Prusse. Oui, révolution diplomatique de 1756, on appelle, voilà, le renversement des alliances. C'est-à-dire que c'était ça, plus ça, plus ça, contre ça, plus ça, plus ça. Le problème, c'est que lui, pendant 2 siècles, il a fait la guerre avec lui, et lui était avec lui, sauf que quand lui, il a vu que lui, eh ben, il était super puissant, et ben lui, il s'est dit, on va faire une alliance avec lui. Sauf que après il y a eu une révolution ici et du coup lui il s'est dit ouais en fait lui je l'aime pas je l'aime pas en fait j'ai jamais aimé et du coup lui fait la guerre contre lui. Sauf que lui aussi a fait la guerre contre lui parce que lui avait peur de lui et au final lui a défoncé lui. Et bon, lui a fini dans un tout petit territoire, bref une très triste histoire. Donc bon, les Français devinrent les nouveaux alliés de l'Autriche, mais ils étaient inconstants, voilà, comme Joseph le découvrit lorsque Vergès, voilà. La Russie avec l'Autriche durant la plus grande partie de la guerre de 7 ans cherchait à s'étendre aux dépens de ses voisins les plus faibles. Frédéric et la Prusse étaient l'ennemi héréditaire de l'Autriche depuis son émergence en tant que puissance européenne et les conflits concernant la Silésie dans les années 1750-60. Donc je rappelle, hein, on avait vu ça, Frédéric II avait attaqué la Silésie comme ça, façon même, il avait envahi dans le plus grand des calmes sans rien dire. C'était vraiment un truc choquant quoi à l'époque. Joseph voulait donc établir une domination de Habsbourg, très bien. Donc les Habsbourg, c'était les Autrichiens. La frontière des États européens avait rapidement changé au cours des 50 dernières années précédentes avec les partisans de la Pologne, la fameuse Pologne, échanges territoriaux à travers la diplomatie et les guerres. Les gouvernements cherchaient à centraliser le contrôle de leur territoire, à créer des frontières bien définies. Pour Joseph, l'action de la Bavière, ou du moins des parties de ce type, pouvait lier le territoire de Bohême avec ceux du Tyrol, et principalement compenser la perte de la Silésie. Parce que c'était pendant la guerre du succession d'Autriche, on avait vu, la Prusse avait pris la Silésie, du coup il fallait bien compenser ça. Crise de succession en Bavière fournit à Joseph une bonne opportunité pour renforcer son influence dans les États d'Europe centrale. Oui, on rappelle donc la Bavière est au sud-est de l'Allemagne actuelle.
très intéressant, peut obtenir de nouveaux revenus et renforcer son armée, donc là tout est parfait, la suprématie dans les États allemands valait bien une guerre. Frédéric, la préservation de l'héritage Charles Auguste ne valait pas une guerre. Frédéric avait eu suffisamment de conflits, mais qu'est-ce que si, je viens de le dire, mais voilà! Je suis un génie, moi, au cours de son règne, qu'il voulait préserver le statu quo et ne se lançant pas dans des aventures qui pourraient la mettre en péril. S'il avait dû éviter une confrontation, c'est une mesure provisoire. Le dualisme allemand entre la Prusse et l'Autriche qui avait dominé la question de l'unité allemande au siècle suivant trouve une partie de ses origines durant la guerre de succession en Bavière. Voilà, voilà. Donc ça a fini comme ça. Et bon, la Bavière, bah du coup, elle s'est fait avoir aussi, hein. Bon, au début, elle voulait pas, mais au final, elle a accepté. Voilà, prendre de réorganisation, fête d'Ansbach, voilà, 1848, avec la Realpolitik avec Otto von Bismarck, Roon et Moltke. Alors Roon, si je me souviens, oui, voilà, il était ministre-président pendant un petit moment, il était ministre de la guerre. Moltke, c'était un gros général, voilà, qui avait beau être vieux, il défonçait tout le monde, hein, voilà. Faudrait quand même pas le sous-estimer. Donc, situation au déclenchement de la guerre. Donc là, c'est guerre entre l'Autriche et la Prusse. Donc là, c'était pro-Prusse, pro-Autriche, allié de l'Autriche, allié de la Prusse. Ouais, faut voir que la Bavière était l'allié de l'Autriche, hein. Vraiment, la Bavière, c'est un État très différent des autres États allemands, hein. Vraiment, les Bavarois, c'est pas, enfin, c'est déjà même encore aujourd'hui, c'est un État plutôt qui a beaucoup d'autonomie, qui est indépendant en Allemagne, parce que ils ont quand même une identité claire, quoi, les Bavarois. Bon. Est-ce qu'on verrait pas un autre petit truc là avant de finir? Ta, 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 tam. Euh, Bah on a fin de la guerre en Afrique du Nord. Qu'est-ce que c'est que la guerre en Afrique du Nord? Donc c'est un conflit qui a eu lieu entre 40 et 45. Donc voilà. Regroupe l'ensemble des opérations militaires s'étant déroulées sur le continent africain, Moyen-Orient, dans le bassin méditerranéen et dans les autres pays d'Europe du Sud, occupés par les victoires de l'Axe, donc les méchants, sur le front de l'Ouest. Donc on a pas mal de monde. Royaume-Uni, l'honneur, et contre le Reich, avec les États-Unis. On a la France libre aussi, c'est là. Mais aussi, il y a aussi l'État français. Donc, alors là, vraiment, on joue sur les deux tableaux, comme ça, on est sûr de gagner, hein, voilà. Donc, on a, voilà, des types plutôt connus comme Eisenhower, voilà, qui était un général avant qu'il devienne président des États-Unis. On a Leclerc aussi, qui est connu en France. Ici, on a Josip Broz Tito, donc qui fut le dirigeant de la Yougoslavie pendant pas mal de temps, hein, voilà. Le mec, il est mort, il avait 87 ans. Hein, ça pour dire que vraiment dans les années 60, tout le monde était vieux, encore une fois. Euh, donc ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Bon, on avait Rommel aussi. Rommel, ouais, c'était un général nazi très plutôt fort, même s'il a perdu au bout d'un moment, hein, quand même. Mais d'ailleurs, mais c'était pas vraiment un méchant parce que vraiment il est réputé pour être l'un des rares généraux du Troisième Reich et ne pas avoir commis de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. Enfin, c'était pas tous des connards, hein, les mecs du Reich, hein. C'est juste des mecs qui voulaient gagner une guerre, normal quoi. Voilà, les gens savent plusieurs drapeaux très puissants. Hein, voilà, donc et puis après qu'est-ce qu'on a? Pierre-François Boisson. Ah non, les autres sont pas connus. Enfin bref, voilà une bataille intéressante, donc qui a été gagnée par les Alliés au final. Donc très intéressant en fait tout ce qui s'est passé en Afrique parce que ça a eu de grandes conséquences bah, sur le régime nazi et donc parce que les nazis avaient besoin de s'approvisionner bah, grâce à l'Afrique, grâce au pétrole africain en grande partie et du coup le fait de ne pas avoir de pétrole à des moments, bah, les nazis ils ont été dans la merde pour se battre contre les communistes. Donc vraiment ça a été très important hein, la bataille pour avoir le contrôle de l'Afrique et du Moyen-Orient. Enfin, parce que vraiment la Seconde Guerre mondiale c'est une Seconde Guerre mondiale, faut jamais l'oublier ça. Donc voilà, il s'est passé plein de trucs. Voilà, au début, l'Axe gagnait, puis après, il y a eu El Alamein, et là, l'Axe s'est retrouvé en sueur, puis après, ils n'avaient aucune chance de gagner, hein. Enfin bon, voilà, c'est. Bah après, c'est la Seconde Guerre mondiale, quoi. C'est un conflit extrêmement intéressant, donc, qu'il y a eu, hein. Et même si, bon, on a eu aussi énormément de morts, hein. Ça a fait tellement de morts, cette guerre, regardez ça, regardez ça. Est-ce que c'est possible de vivre après 74 millions de morts? Bah oui, c'est possible de vivre, mais bon, enfin, je sais pas, c'est chiant, quoi. Je sais pas, c'est déprimant, quoi. Bon, alors qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? La phytothérapie. Donc voilà, on soigne avec les plantes, pourquoi pas. Frédéric II, donc un roi de Prusse, toujours là, qui fait la guerre, mais qui est un peu fatigué quand même. La Bavière, évidemment. Un royaume de qualité, hein. Retenez tout ce que j'ai bien dit sur la Bavière. La variole, une maladie un peu nulle, pas très sympathique, hein. Catherine II, une impératrice très importante, un despote éclairé, rappelons-le. La Révolution, donc de 1756, hein. Helmut von Moltke avec Röhm et Bismarck, donc ceux qui ont fait l'unité allemande. La guerre de succession en Bavière, un conflit très important, donc la guerre de la pomme de terre, hein, parce que les gens ils n'avaient pas à manger. Le traité de Tenchin, donc voilà.
Josip Broz Tito, le dirigeant de la Yougoslavie, on en reparlera peut-être un jour. Rommel, évidemment, qui était un nazi, mais un nazi plutôt sympa par rapport aux autres. La Seconde Guerre mondiale, un conflit vraiment horrible et très important. Et ben, je crois qu'on a fini. C'était Zimbabwe. Bon, si vous avez aimé, vous vous abonnez, vous lâchez des bisous, hein, comme d'habitude. Allez, bisous!